J'ai tout sacrifié depuis mes 16 ans pour m'en sortir. Quand j'ai enfin acheté mon premier appartement, mes propres parents m'ont traîné au tribunal pour voler l'avenir de ma sœur et m'être prendre 200 000 euros. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. En cet instant précis, je suis assise à la table de ma cuisine, dans mon appartement des Pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. La lumière dorée de fin d'après-midi, cette lumière si particulière qui nimbe la ville d'une douceur trompeuse, traverse la grande fenêtre d'atelier. Elle dessine des rectangles mouvants sur le parquet que j'ai moi-même poncé et vitrifié, et vient frapper une enveloppe posée devant moi. Une enveloppe épaisse, couleur crème, rigide, portant le sceau du tribunal de grande instance de Lyon. Son poids anormal m'avait déjà alerté en la retirant de la boîte aux lettres. À l'intérieur, un document qui a fait basculer mon monde, qui a fait voler en éclats la paix que j'avais mis 15 ans à construire, une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales. Mes propres parents, Jean-Pierre et Martine, m'attaquent en justice. Le choc initial a laissé place à une sorte de clarté glaciale en lisant les mots. Ils me réclament la somme de 200 000 euros. Pas un centime de moins. Le motif, écrit en un jargon juridique qui semble conçu pour déshumaniser la douleur, est une demande de compensation pour rupture d'équité familiale et contribution à l'avenir de ma sœur cadette. Je relis la phrase, encore et encore. Rupture d'équité familiale. L'ironie est si violente qu'elle me donne la nausée. En d'autres termes, ils estiment que ma réussite, ma vie, mon appartement, sont des actifs qu'ils peuvent liquider. Que le fruit de mes sacrifices est une ressource familiale sur laquelle ils ont un droit de tirage. Mon regard se perd sur les toits de tuiles roses et ocre. J'entends les bruits du quartier, le funiculaire qui grince en montant, les rires des enfants qui sortent de l'école, le brouhaha lointain de la ville en contrebas. Ces sons, cette vue, cet appartement, c'était ma forteresse. Le symbole de ma libération. Chaque poutre apparente que j'avais brossée, chaque mur que j'avais peint en blanc pour capter la lumière, chaque plante que j'avais installée sur le rebord de la fenêtre criait ma victoire. Une victoire sur un passé que j'avais naïvement cru pouvoir enfermer dans une boîte et ranger au grenier. Mais le passé ne reste jamais au grenier. Il a forcé la serrure et se tient maintenant au milieu de mon salon, avec la brutalité d'un huissier. Mon esprit dérive, malgré moi, vers le pavillon de Bron. Une maisonnette proprette, avec son petit jardin où ma mère faisait pousser des rosiers, une façade parfaite pour cacher les fissures qui couraient sur les murs de notre famille. Mon père, Jean-Pierre, était commercial dans l'automobile. Ses revenus étaient des montagnes russes, et notre vie suivait ses courbes. Les bons mois, c'était champagne et cadeaux extravagants pour ma sœur. Les mauvais mois, c'était des silences pesants, des portes qui claquent et des enveloppes de la banque laissées sur le buffet, jamais ouvertes. Ma mère, Martine, travaillait à temps partiel dans une parfumerie de luxe sur la presqu'île, un poste qui lui permettait de maintenir l'illusion d'un certain standing, de s'envelopper dans un parfum de réussite qui ne nous appartenait pas. Dès mon plus jeune âge, les rôles ont été distribués avec une clarté impitoyable. J'étais Chloé, la raisonnable, la sérieuse, la débrouillarde. Des adjectifs qui signifiaient en réalité, celle qui ne doit rien coûter. Et puis il y avait Léa, ma sœur, de 8 ans ma cadette. Léa, c'était l'artiste, la sensible, la petite prodige. Elle avait un don, répétait-il à qui voulait l'entendre. Ce don était une sorte de chèque en blanc qui justifiait toutes les dépenses, les cours de piano avec un professeur particulier à 80 € de l'heure, le poney club le week-end, les stages d'aquarelle hors de prix pendant les vacances. Pour Léa, l'argent était un outil pour son épanouissement. Pour moi, c'était toujours l'obstacle, la première objection. On ne peut pas, Chloé, tu comprends, les finances sont serrées en ce moment. J'ai compris très vite. J'ai compris que dans l'équation familiale, j'étais la variable d'ajustement. Mon seul refuge était l'appartement de Madame Geneviève, notre voisine du dessus, une veuve de 75 ans, aux cheveux blancs tirés en un chignon impeccable et au regard pétillant de malice. À 14 ans, j'ai commencé à faire ses courses, à lui tenir compagnie, à écouter ses histoires du vieux lion. Elle me glissait un billet de 10 €,
pour tes petites dépenses, ma chérie. Cet argent, c'était ma première bouffée d'oxygène. Il me servait à acheter mes fournitures scolaires, un jean en solde pour ne pas avoir honte au collège, un ticket de cinéma avec ma seule amie. Mes parents ne posaient jamais de questions, trop heureux de ne pas avoir à ouvrir leur portefeuille. Un jour, alors que je lui racontais, avec la fausse légèreté d'une adolescente, que je ne pourrais pas aller au voyage scolaire en Italie, elle m'a regardé fixement. Ne laisse jamais personne décider de ta valeur, ma petite, m'a-t-elle dit en me tendant une tasse de tisane fumante. Surtout pas ceux qui sont censés te protéger. L'amour, le vrai, ça ne compte pas. Ça donne. J'ai appris bien plus tard qu'elle-même avait dû couper les ponts avec son propre fils, un homme qui la voyait comme un distributeur de billets plutôt que comme une mère. À l'époque, ces mots se sont juste ancrés en moi, comme une graine de défi. Cette graine, je l'ai arrosée en secret pendant des années. Aujourd'hui, face à cette assignation, je comprends que l'heure de la récolte a sonné. Et elle s'annonce amère. À 16 ans, l'année de mon bac de français, j'ai décroché mon premier vrai contrat de travail. Un CDD à temps partiel comme vendeuse à la boulangerie du Bois, une institution du quartier. L'odeur du pain chaud, de la viennoiserie et du café qui flottait dans la boutique est devenue le parfum de mon adolescence. Je commençais à 16h30, juste après les cours, et je finissais à 19h30. Je rentrais chez moi, les jambes lourdes, l'odeur de la farine imprégnée dans mes cheveux, pour avaler un plat de pâtes et me plonger dans mes devoirs jusqu'à minuit, parfois plus tard. Le week-end, je faisais les deux services, de 7h à 13h et de 16 à 19h. Ma vie sociale était un concept abstrait, mais la perspective de mon propre argent, de mon indépendance future, était une motivation plus puissante que n'importe quelle sortie entre amis. Madame Dubois, la propriétaire, une femme robuste d'une 60aine d'années, à la voix forte et au cœur tendre, m'a prise sous son aile. Elle m'a appris bien plus qu'à vendre du pain. Elle m'a appris la discipline, la rigueur, la valeur du travail bien fait. Elle m'a appris à rendre la monnaie sans regarder la caisse, à conseiller un client sur la cuisson d'une baguette, à anticiper les heures de pointe, à gérer les stocks. L'argent, ça ne tombe pas du ciel, Chloé, me disait-elle un matin en pétrissant la pâte avec une énergie qui me fascinait. Ça se gagne à la sueur de son front. Et une fois que tu l'as, tu ne le laisses personne te le prendre. C'est ton armure. Ces leçons valaient tout l'or du monde. Le jour de ma première paie fut un moment d'euphorie pure, rapidement suivi par une douche glaciale. Je tenais l'enveloppe dans ma main, près de 600 €, une fortune inimaginable. Je voyais déjà ce que j'allais en faire, ouvrir un compte épargne, mon fonds d'évasion, comme je l'appelais secrètement, mettre de côté pour l'université, peut-être même m'acheter un ordinateur digne de ce nom. Ce soir-là, mon père m'attendait dans le salon. La télévision était éteinte, ce qui n'arrivait jamais. Il n'a pas souri. Il a simplement pointé la calculatrice posée sur la table basse. Bon, a-t-il commencé d'un ton neutre, le ton qu'il prenait pour discuter des choses sérieuses, c'est-à-dire de l'argent. Maintenant que tu es une femme qui gagne sa vie, il est normal que tu participes aux frais du foyer. C'est une question de principe, tu comprends. On a calculé, avec ta mère. 30% de tes revenus nous semble une contribution juste et équitable. J'ai cru à une mauvaise blague. J'ai cherché le sourire sur son visage, mais il n'y en avait pas, 30%. Mais, je voulais économiser. Pour mes études, pour plus tard. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, un sourire pincé aux lèvres, celui qui signifiait qu'elle était à la fois déçue et amusée par ma naïveté. Tes études ? Chloé, sois réaliste. On t'a déjà dit ce qu'on en pensait. Un petit BTS en alternance, voilà ce qui te conviendrait. Tu n'es pas faite pour les longues études, tu n'as jamais eu la passion. L'argent, il faut le garder pour des investissements sûrs. L'avenir de Léa, par exemple. Son talent, lui, est un investissement sûr. Leur front commun était un mur de béton. J'ai essayé d'argumenter, de plaider ma cause, mais chaque mot était balayé par leur logique implacable. J'ai dû céder. Chaque mois, je leur remettais 180 € en liquide, que mon père rangeait dans une boîte en fer sans un mot de remerciement. Cette taxe familiale est devenue une institution, une ponction régulière sur mes espoirs. Pendant ce temps, Léa commençait l'équitation.
La nouvelle selle, les bottes, la bombe, l'équipement initial coûtaient, à lui seul, plus de 2 de mes salaires mensuels. Pour contourner leur contrôle, j'ai dû devenir plus maligne. J'ai pris un deuxième travail, le samedi matin, à la bibliothèque municipale. C'était moins bien payé, mais c'était un havre de paix, une bulle de silence et de savoir. Surtout, c'était un travail non déclaré, payé de la main à la main par la bibliothécaire qui avait pitié de moi. Cet argent-là, il n'en connaîtrait jamais l'existence. C'est devenu mon vrai fonds secret, celui que je déposais en liquide sur un compte que j'avais ouvert seul, le jour de mes 18 ans, en mentant sur l'origine des fonds. Ma vie était un numéro d'équilibriste épuisant. Lycée, boulangerie, bibliothèque, devoirs. Je maigrissais, j'avais des cernes permanents que je masquais sous une couche de fond de teint bon marché. Un jour, ma mère m'a vu avec un nouveau pull, une simple marinière achetée 30 € en solde après des mois d'économie. Tu dépenses encore de l'argent dans des futilités, m'a-t-elle lancé, alors qu'elle venait de payer 300 € pour une nouvelle tenue de concours pour Léa. Tu devrais apprendre à être plus responsable. La responsabilité. Ce mot, dans leur bouche, avait un goût de cendre. Pour eux, être responsable, ce n'était pas construire son avenir. C'était financer le leur, et celui de leur fille prodige. J'ai appris à ne plus rien dire, à hocher la tête, à dissimuler. Je suis devenue une experte en compartimentation. Il y avait la Chloé qu'ils voyaient, la fille travailleuse et un peu terne qui leur donnait sa dîme. Et il y avait la Chloé secrète, celle qui, à la lueur d'une lampe de bureau, cochait les cases de son plan d'évasion. Chaque euro mis de côté était un barreau de moins à ma prison. L'obtention de mon baccalauréat, avec une mention bien qui a surpris tout le monde sauf moi, a été une victoire silencieuse. Je l'ai célébrée seule dans ma chambre, en regardant la lettre d'admission de l'Université Lyon 2 en licence de gestion. C'était officiel, mon plan d'évasion avait fonctionné. J'avais obtenu une bourse sur critères sociaux, la plus élevée, et mon fonds secret, patiemment accumulé grâce à la bibliothèque et au pourboire de la boulangerie, s'élevait à près de 4 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un début. C'était ma porte de sortie. L'annonce à mes parents fut aussi glaciale que je l'avais anticipée. Je les avais réunis dans le salon, un soir après le dîner, tendant mes relevés de notes et ma lettre d'admission comme des preuves à décharge. J'espérais naïvement une lueur de fierté dans leurs yeux, une reconnaissance de mes efforts. L'université, a soufflé mon père, en se massant les tempes comme si je venais de lui annoncer une catastrophe. Mais Chloé, on t'a déjà dit qu'on ne pourrait pas t'aider. C'est une dépense que nous ne pouvons pas nous permettre. Je ne vous demande rien, ai-je répondu, la voix plus ferme que je ne le pensais. J'ai une bourse et des économies. Et je vais travailler, comme je l'ai toujours fait. Ma mère a pris le relais, son arme favorite étant la culpabilisation. Et ta contribution? Tu y as pensé? Ces 180 € par mois nous sont indispensables, surtout avec les frais de Léa qui augmentent. Tu nous mets dans une situation très compliquée, tu sais. C'est très égoïste de ta part. Ce fut un moment de clarté brutale et douloureuse. Je n'étais pas leur fille qui prenait son envol. J'étais un investissement qui cessait d'être rentable. Un manque à gagner. La discussion s'est envenimée. Ils m'ont accusé d'ingratitude, de ne penser qu'à moi, de mépriser la famille. Je suis resté stoïque, répétant en boucle que ma décision était prise, que mon avenir ne leur appartenait pas. Le jour de mon déménagement, l'atmosphère était polaire. Ils ne m'ont pas aidé. J'ai fait plusieurs allers-retours en bus, sous la pluie fine de septembre, traînant mes 2 valises et 3 cartons jusqu'à la résidence universitaire du Crous, à Grange-Blanche. Ma chambre faisait 9 mètres carrés, avec une douche et des toilettes partagées sur le palier. Les murs étaient jaunes et tristes, le mobilier était usé. Mais pour moi, c'était le plus beau des palais. C'était mon territoire, un espace où personne ne me demanderait de compte. J'ai rencontré ma colocataire, Camille. Une fille énergique, venue de la campagne ardéchoise, avec un accent chantant et un rire qui remplissait notre minuscule chambre. Elle aussi était boursière, elle aussi savait ce que c'était de compter chaque centime. Nous nous sommes comprises immédiatement. Les soirs où nous n'avions plus que des pâtes à manger, nous en rions. Nous partagions nos notes de cours, nos astuces pour économiser, nos rêves d'un avenir meilleur.
Camille est devenue ma première véritable alliée, ma famille choisie. La vie à l'université était une course contre la montre. Les cours magistraux dans les amphis bondés, les travaux dirigés, les heures de révision à la bibliothèque, et le travail. J'avais trouvé un poste de serveuse dans un petit bouchon du Vieux-Lyon. J'aimais l'ambiance, le contact avec les clients, mais les services étaient éreintants. Je rentrais souvent après minuit, les pieds en feu, pour me replonger dans mes cours jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Chaque euro gagné était 1 euro pour moi, et pour moi seul. La taxe familiale était abolie. Cependant, le cordon n'était pas totalement coupé. Il s'était juste transformé en un fil téléphonique toxique. Les appels de mes parents étaient devenus prévisibles. Ils commençaient toujours par des banalités, des questions sur ma santé ou mes études qui sonnaient faux. Puis, inévitablement, venaient les demandes. Dis, Chloé, Léa a son gala de piano, il lui faut une nouvelle robe. C'est important pour son image. Tu ne pourrais pas nous dépanner de 100 euros? On te les rendra, bien sûr. Ton père a eu un problème avec la voiture, le garagiste nous demande 500 euros. On est vraiment coincé ce mois-ci. Tu es la seule à qui on peut demander. Au début, je cédais. Par habitude, par culpabilité, par un reste d'affection filiale tordue. Je me privais d'un repas, je repoussais l'achat d'un livre nécessaire pour mes cours, et j'envoyais l'argent. Mais Camille, avec son bon sens terrien, a commencé à me mettre en garde. Ils te prennent pour une banque, Chloé. Ils ne t'appellent jamais juste pour savoir si tu vas bien. Tu te saignes pour tes études, et eux, ils continuent de vivre comme si de rien n'était. Elle avait raison. Poussée par mon esprit de plus en plus analytique, j'ai commencé à tenir un tableur sur mon ordinateur. Un fichier Excel simple et brutal. Une colonne pour les dates, une pour le montant, une pour le motif invoqué. Je voulais des données, des faits. Je voulais comprendre la mécanique de cette relation financière unilatérale. Très vite, les chiffres sont devenus alarmants. En 2 ans de fac, je leur avais versé près de 3 000 euros. 3 000 euros qui m'avaient manqué pour remplacer mon ordinateur vieillissant ou pour m'acheter des vêtements corrects pour mes premiers entretiens de stage. J'ai commencé à dire non. D'abord timidement, en inventant des excuses. Puis plus fermement. Chaque refus était suivi d'un torrent de reproches, de chantage affectif. Tu as bien changé, me disait ma mère, la voix tremblante de fausse peine. L'argent t'a rendu dur et sans cœur. Le paradoxe était cruel. C'était leur obsession pour l'argent qui m'avait forcé à devenir dur. Je construisais ma forteresse, pierre par pierre, et chaque « non » était un rempart de plus contre leurs assauts. À la fin de ma licence, que j'ai obtenue avec une mention très bien, j'ai été acceptée en master de finance d'entreprise à l'IAE de Lyon. C'était une filière sélective, ma porte d'entrée vers l'indépendance totale et la sécurité que je convoitais plus que tout. C'est à ce moment précis, alors que j'entrevoyais enfin la lumière, que la pression de mes parents a atteint un niveau quasi insoutenable. Léa, qui avait maintenant 17 ans, venait de passer son bac. Son talent pour le dessin était indéniable, et elle rêvait d'intégrer une prestigieuse et très onéreuse école d'art privé à Paris. Le coût annuel, 25 000 euros. Une somme qui, pour moi, représentait un univers de sacrifice. L'appel de mon père fut direct, sans le moindre préambule mielleux. Il m'a appelé un soir alors que je sortais de la bibliothèque, épuisée. Bon, Chloé. J'ai une bonne nouvelle. Léa a été acceptée dans son école à Paris. C'est une chance incroyable pour elle, une opportunité unique. On a fait les comptes, on ne peut pas tout couvrir. Il faut que tu nous dises quelle sera ta contribution. Le mot « contribution » a résonné en moi comme une insulte, comme le rappel de la « taxe » de mon adolescence. Ce n'était pas une demande, c'était une convocation, une exigence. Ma contribution, ai-je répété, m'arrêtant au milieu du trottoir, incrédule. Papa, on parle de 100 000 euros sur 4 ans. Je suis encore étudiante. Je vis avec une bourse et un job de serveuse. Comment veux-tu que je contribue? Tu es brillante, a-t-il rétorqué, utilisant pour la première fois un compliment comme une arme de manipulation. Tu vas intégrer un master prestigieux, tu vas avoir un excellent salaire dans 2 ans. Tu peux faire un prêt étudiant pour elle.
C'est un investissement pour l'avenir de la famille. C'est ce que la famille fait, on s'entraide. L'ironie était si épaisse, si suffocante, que j'ai eu du mal à respirer. L'entraide? Où était l'entraide quand je mangeais des pâtes tous les jours pour payer mon loyer? Où était l'entraide quand je cumulais 2 boulots et que vous me preniez 30% de mon salaire de vendeuse? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? La conversation s'est terminée par des cris, des accusations de sa part sur mon cœur de pierre et mon égoïsme monstrueux. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus la jeune fille effrayée qui subissait. J'étais une femme qui avait appris à se battre, et qui avait désormais les outils intellectuels pour le faire. Au lieu de simplement raccrocher et de ruminer ma colère, j'ai décidé d'agir, de prendre le contrôle du narratif. J'ai mis mes compétences d'analyste au service de ma sœur. Pendant une semaine entière, j'ai passé mes soirées à la bibliothèque, non pas pour mes cours, mais pour elle. J'ai fait des recherches approfondies. J'ai compilé une liste d'excellentes écoles d'art public en France, en Belgique et en Suisse, des institutions réputées pour la qualité de leur enseignement et dont les frais de scolarité étaient dérisoires en comparaison. J'ai téléchargé des dossiers de bourse, j'ai surligné les critères qui correspondaient parfaitement au profil de Léa. J'ai même créé un business plan pour elle, un document Excel détaillé avec un budget prévisionnel, des idées de petits boulots dans le milieu artistique pour financer son matériel, des liens vers des logements étudiants abordables. J'ai mis tout ça dans un grand dossier, que j'ai imprimé et relié. Je l'ai envoyé à Léa par la poste, avec une longue lettre manuscrite. Chère Léa, écrivais-je, je ne peux pas et ne veux pas financer l'école privée que papa et maman ont choisie pour toi. Ce n'est pas contre toi, mais pour moi. Cependant, je crois sincèrement en ton talent, et je veux t'aider à réussir. Voici des pistes, des vraies solutions pour que tu puisses construire ton propre chemin, sans dépendre de personne. Je suis là pour t'aider à remplir ces dossiers, à préparer tes entretiens, à relire tes lettres de motivation. C'est ça, pour moi, la vraie entraide. Celle qui rend libre, pas celle qui enchaîne. Ma proposition a été reçue comme une déclaration de guerre. Ma mère m'a appelé, hors d'elle. Des écoles publiques? Pour un talent comme le sien? C'est indigne. Tu cherches à la rabaisser à ton niveau. Tu es jalouse, voilà la vérité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. Isabelle a toujours été la voix de la mauvaise conscience dans notre famille, une experte en manipulation douce, en phrases assassines prononcées sur un ton mielleux. Ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix pleine de sollicitude feinte. Ta mère est effondrée. Elle ne dort plus. Tu es en train de briser le rêve de ta sœur par pur égoïsme. Tu as tellement changé depuis que tu es à la ville. Et puis, tu ne comprends pas la situation dans laquelle nous sommes. Cette dernière phrase, lâchée comme par inadvertance, a allumé un voyant rouge dans mon esprit. C'était la deuxième fois que j'entendais cette expression. Quelle situation, Tati, ai-je demandé, le ton soudainement alerte, presque clinique. Oh, rien, des soucis, comme tout le monde a-t-elle éludé, un peu trop vite. Pense juste à ta petite sœur, Chloé. Elle mérite mieux que ça. Je n'ai pas insisté, mais cette conversation a été une révélation. Il n'y avait pas que le favoritisme. Il y avait autre chose. Un secret, une pression que je ne percevais pas encore, mais dont je sentais la présence, comme une ombre menaçante derrière le décor. Mon refus de payer pour Léa n'était pas seulement un caprice d'égoïste à leurs yeux, il faisait s'écrouler un plan bien plus vaste. Et j'étais bien décidée à découvrir lequel. La prise de conscience était totale, je n'étais pas en guerre contre un simple favoritisme, mais contre un système familial opaque et toxique, dont j'étais sur le point de découvrir les fondations pourries. Mon master a été un tunnel de travail intense, mais pour la première fois de ma vie, je voyais la lumière au bout. J'ai trouvé un refuge et une logique dans le monde de la finance. Les chiffres ne mentaient pas, les bilans étaient équilibrés, les stratégies avaient des conséquences prévisibles. Tout le contraire de la complexité irrationnelle de ma propre famille. J'ai excellé, non pas par passion pour la finance elle-même, mais par passion pour le contrôle et la sécurité qu'elle promettait. J'ai décroché mon stage de fin d'études dans un grand cabinet de conseil financier situé dans la tour de la Pardieu, un monolithe de verre et d'acier qui dominait la ville. C'était un autre monde.
Mon tuteur de stage, Monsieur Bernard, un homme d'une cinquantaine d'années, au costume impeccable et au regard rigoureux mais juste, a rapidement décelé ma détermination. Il m'a confié un dossier complexe, un cas de restructuration d'entreprise que les autres stagiaires fuyaient. Je m'y suis plongé corps et âme, travaillant tard le soir, vérifiant chaque ligne, chaque hypothèse. Le jour de la présentation finale, j'ai exposé mes conclusions avec une assurance qui m'a moi-même surprise. À la fin, Monsieur Bernard m'a pris à part. Vous avez la niaque, mademoiselle, m'a-t-il dit, avec un rare sourire. C'est une qualité qui ne s'apprend pas dans les écoles. Ne la perdez jamais. 6 mois plus tard, j'étais embauché en CDI. Mon premier salaire d'analyste financière m'a semblé irréel. J'aurais pu, comme beaucoup de mes collègues, louer un bel appartement dans le 6e arrondissement, m'acheter une voiture, m'offrir des vêtements de marque et des week-ends à l'étranger. Mais des années de précarité avaient forgé en moi une discipline de fer, une méfiance instinctive envers le plaisir immédiat. Mon objectif n'était pas le confort, c'était la sécurité. La liberté absolue. L'invulnérabilité. J'ai donc loué un petit studio à Villeurbanne, fonctionnel et sans charme, mais dont le loyer dévorait moins d'un quart de mon salaire net. Le reste était méthodiquement épargné et investi. J'ai remboursé mon prêt étudiant en moins de 3 ans, une prouesse qui a laissé mon conseiller bancaire sans voix. Puis, j'ai commencé à construire mon apport pour un achat immobilier. Chaque euro économisé était une pierre ajoutée au mur de ma forteresse. Au bureau, mon travail acharné a payé. J'ai été promu analyste senior en un temps record. Mais cette promotion a attisé la jalousie d'un de mes collègues, Antoine. Fils d'une grande famille lyonnaise, diplômé d'une prestigieuse école de commerce, il ne comprenait pas comment moi, la petite boursière de la fac, je pouvais lui faire de l'ombre. Il me regardait avec un mélange de mépris et de curiosité, lançant des piques sur ma tenue ennuyeuse, sur le fait que j'apportais mon déjeuner dans un Tupperware, ou sur mon refus de participer aux soirées coûteuses. « Tu ne sais pas vivre, Chloé », me disait-il avec une condescendance qui me glaçait le sang. Il ne savait pas que je ne cherchais pas à vivre, mais à survivre. Et à gagner. À 31 ans, j'avais atteint mon objectif. J'avais un apport suffisant pour acheter mon propre appartement, sans dépendre de personne. Ma recherche a été aussi stratégique que mes plans d'épargne. Je ne voulais pas d'un appartement neuf et sans âme. Je voulais un lieu avec une histoire, un refuge. Je l'ai trouvé sur les pentes de la Croix-Rousse, ce quartier d'artistes et d'artisans qui avait toujours exercé sur moi une fascination. C'était un ancien atelier de Canut, un de ces appartements en duplex avec une immense verrière, des poutres apparentes et une mezzanine. C'était petit, 55 mètres carrés, mais c'était un lieu de caractère, un lieu qui respirait la liberté. La recherche a duré des mois. J'ai visité des dizaines d'appartements, avec une liste de critères précises, rejetant les uns pour un défaut de luminosité, les autres pour un mauvais agencement. Mon agente immobilière était impressionnée par ma maturité. La plupart des gens de votre âge cherchent des coups de cœur, vous cherchez un investissement de vie, m'a-t-elle dit. Elle avait raison. C'était plus qu'un logement, c'était le couronnement de mon plan. Le jour de la signature chez le notaire, dans une étude cossue de la presqu'île, j'ai senti un poids quitter mes épaules, un poids que je portais depuis l'enfance. En paraphant chaque page de l'acte de vente, je ne faisais pas qu'acheter un bien immobilier, je rachetais ma propre vie. En recevant les clés, un simple trousseau avec une clé moderne et une vieille clé rouillée pour la cave, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce n'était pas juste des clés. C'était le sceptre de mon royaume, la preuve tangible que j'avais réussi. J'avais construit ma forteresse, brique par brique, et je me jurais que personne ne pourrait jamais me l'enlever. C'est du moins ce que je croyais. Quelques semaines après mon emménagement, une fois les cartons principaux déballés et les meubles essentiels montés, je me suis sentie obligée d'inviter ma famille. Une part de moi, une part naïve et incurable que je détestais, espérait encore qu'ils seraient fiers. Qu'en voyant ce que j'avais accompli par mes propres moyens, ils me regarderaient enfin comme une adulte, comme leur égale. Ce fut une erreur de jugement catastrophique, une journée qui allait marquer le début de la fin. Ils sont arrivés un dimanche midi. J'avais passé la matinée à cuisiner, un poulet rôti avec des pommes de terre, un gâteau au chocolat, des plats simples et réconfortants. Je voulais créer une atmosphère de paix, une trêve.
Mon père a fait le tour de l'appartement en fronçant les sourcils, les mains derrière le dos, comme un inspecteur des travaux finis. C'est plus petit que ce que j'imaginais, fut sa première remarque. Et cette mezzanine, ce n'est pas un peu dangereux? Ma mère a passé un doigt sur le plan de travail de la cuisine que j'avais mis des jours à choisir. Ce n'est pas du marbre, j'espère que c'est de la bonne qualité. Ça ne va pas s'abîmer? Seule Léa semblait sincèrement émerveillée, touchant les vieilles poutres en bois avec un sourire. C'est magnifique, Chloé. Ça te ressemble. Le déjeuner a été une épreuve de patience. J'essayais de maintenir une conversation légère, de parler de mon travail, du quartier. Mais chaque sujet semblait mener à une critique déguisée. Le quartier était trop bruyant, l'absence d'ascenseur, inconcevable pour des gens de notre âge, le simple vitrage de la verrière, une passoire thermique. Il ne voyait pas le charme, il ne voyait que les défauts, les dépenses, les problèmes. Puis, au moment du dessert, la bombe a été lâchée. Ma mère a posé sa cuillère avec un bruit sec. En fait, Chloé, a-t-elle commencé d'un ton faussement détaché, un ton que je connaissais par cœur et qui précédait toujours une mauvaise nouvelle. On doit te parler. Léa a des soucis. Léa a baissé les yeux, son visage se fermant instantanément. Elle était visiblement au courant de ce qui allait suivre et n'osait pas me regarder. Sa demande de prêt étudiant a été refusée, a enchaîné mon père, comme s'il récitait une leçon. À cause de notre dossier. Apparemment, on est trop endetté. La banque ne veut plus nous suivre. Je les ai regardés, mon cœur commençant à battre plus vite, un nœud se formant dans mon estomac. Je savais où cela menait. Et donc, ai-je demandé froidement, ma fourchette suspendue au-dessus de mon gâteau. Et donc, a dit ma mère, en posant ses coudes sur la table et en se penchant vers moi, comme une prédatrice. On s'est dit que maintenant que tu es propriétaire, que tu as un bon salaire, tu es dans une position confortable. Tu pourrais peut-être l'aider. 20 000 euros, c'est ce qu'il lui faut pour finir son année et valider son diplôme. C'est la dernière ligne droite. 20 000 euros? J'ai éclaté d'un rire nerveux, un rire qui sonnait faux dans le silence de l'appartement. Mais vous êtes sérieux? Je viens de mettre toutes mes économies, absolument toutes, dans cet appartement. Je suis endetté pour les 25 prochaines années. D'où voulez-vous que je sorte une telle somme? Tu pourrais faire un prêt hypothécaire, a suggéré mon père, comme si c'était l'idée la plus naturelle du monde. Gager ton appartement. C'est un excellent investissement. C'est pour l'avenir de ta sœur. Le mot « gager » a explosé dans ma tête. Gager ma forteresse. Gager ma liberté. Gager des années de sacrifice, de nuits blanches, de repas sautés. Jamais ai-je sifflé, ma voix tremblante de colère contenue. Il n'en est absolument pas question. Le visage de ma mère s'est durci, son masque de fausse sollicitude tombant pour révéler une expression de mépris glacial. Je vois. Monsieur a son petit confort, son petit nid douillet, et tant pis pour les autres. L'égoïsme incarné. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi, ai-je rétorqué, me levant de table, incapable de rester assise plus longtemps. Mais de quoi parlez-vous? J'ai 16 ans quand je commence à travailler pour payer mes affaires. J'ai 18 ans quand vous me prenez 30% de mon salaire de vendeuse. J'ai payé mes études, mes factures, ma nourriture. J'ai tout fait toute seule. Et vous osez me parler d'égoïsme? L'affrontement a été d'une violence inouïe. Les vieux dossiers, les injustices passées, tout a été déballé sur la table. Léa, en larmes, a tenté de s'interposer. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas la faute de Chloé. Tais-toi, toi, lui a lancé ma mère, se tournant vers elle avec une fureur nouvelle. Ce n'est pas de ta faute si ta sœur est un monstre de froideur et d'ingratitude. Alors qu'il se préparait à partir, mon père s'est approché de moi, le visage déformé par la colère. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu nous dois bien ça, Chloé. On verra ce que la justice en pense. Je les ai regardées partir, tremblantes de rage et de chagrin. Je pensais que c'était une menace en l'air, une dernière tentative de manipulation. Je me trompais. 3 semaines plus tard, je recevais l'assignation. Mon premier réflexe, après la panique, a été la stratégie.
Je ne pouvais pas croire qu'ils en étaient arrivés là sans une raison plus profonde. L'appel de ma tante Isabelle quelques semaines plus tôt, sa phrase « Tu ne comprends pas la situation dans laquelle nous sommes », m'est revenue en mémoire. J'ai appelé Léa. Elle a décroché, la voix brisée par les sanglots. « Chloé, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'ils iraient jusque-là. Je leur ai dit de ne pas le faire. » Léa, ai-je dit, d'une voix que je voulais calme et rassurante, malgré le chaos en moi. J'ai besoin que tu me dises la vérité. De quelle situation parlait Tati Isabelle? Pourquoi ont-ils un besoin si urgent de cet argent? Ce n'est pas que pour ton école, n'est-ce pas? Il y a eu un long silence, seulement coupé par ses reniflements. Puis, dans un murmure à peine audible, elle a lâché « Je ne sais pas tout. » C'est confus. Mais je les ai entendus parler avec Tati. Ils parlent d'une grosse dette. D'un truc que papa a signé il y a des années. Un investissement qui a mal tourné. Tati n'arrête pas de dire que si on ne paie pas, on va tout perdre. La maison, tout. La pièce manquante du puzzle venait de tomber en place, avec un bruit assourdissant. Ce n'était pas pour l'école de Léa. C'était pour eux. Mon appartement n'était pas une contribution à l'avenir de ma sœur. C'était leur bouée de sauvetage. Et ils étaient prêts à me noyer pour ne pas couler. La révélation de Léa a agi sur moi comme un électrochoc. La tristesse et le sentiment de trahison ont laissé place à une colère froide, une détermination quasi clinique. Je n'étais plus une victime abasourdie, j'étais une analyste avec un problème complexe à résoudre. Ils avaient déclenché une guerre, j'allais la mener avec mes propres armes, la logique, les faits et une préparation sans faille. Le front juridique fut ma première priorité. J'ai passé une journée entière à rechercher les meilleurs avocats de Lyon en droit de la famille. J'ai choisi maître Valérie Lefebvre, une femme dont la réputation de ténacité et d'intelligence n'était plus à faire. Lors de notre premier rendez-vous, dans son bureau sobre et élégant de la rue de la République, je n'ai pas pleuré. Je lui ai exposé les faits, chronologiquement, de l'épisode de la taxe familiale à l'assignation, en lui tendant une clé USB. « Qu'est-ce que c'est » m'a-t-elle demandé, intriguée par mon calme apparent. « C'est un dossier » ai-je répondu. Il contient le tableur de toutes les sommes que je leur ai versées depuis mes 18 ans, avec les dates, les montants et les motifs invoqués. Il y a aussi les scans de mes contrats de travail depuis la boulangerie, mes déclarations de revenus, la preuve du remboursement de mon prêt étudiant, et une modélisation financière que j'ai réalisée. Elle calcule ce que leur taxe de 30% a représenté en manque à gagner pour moi sur le long terme, en incluant les intérêts composés que j'aurais pu générer. Je l'ai préparé comme un cas d'entreprise. Maître Lefebvre a retiré ses lunettes, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Mademoiselle, je crois que vous et moi, nous allons très bien nous entendre. Elle a examiné les documents, hochant la tête. Elle m'a confirmé que leur cas était juridiquement absurde, une tentative désespérée basée sur aucun fondement légal solide. Mais ne vous y trompez pas, m'a-t-elle prévenu. Leur but n'est pas de gagner. Leur but est de vous épuiser, de vous faire craquer pour que vous acceptiez un arrangement à l'amiable et que vous leur donniez de l'argent. La procédure sera éprouvante. Je ne craquerai pas, ai-je affirmé, et je le pensais de chaque fibre de mon être. Mais un second front, plus insidieux et tout aussi dangereux, s'est ouvert là où je m'y attendais le moins, au bureau. La pression du procès à venir me rendait inévitablement nerveuse. Je devais passer des coups de fil discrets mais tendus à mon avocate ou à Léa, qui était devenue ma source d'information sur l'état d'esprit de nos parents. Un jour, pensant être seule, je me suis isolée dans une petite salle de réunion vide pour appeler ma tante Isabelle. Je voulais tenter de la faire parler, d'en savoir plus sur cette fameuse dette. La conversation a rapidement tourné au vinaigre. Je n'ai pas vu Antoine passer dans le couloir au même moment. Il a ralenti, l'oreille tendue, juste assez longtemps pour entendre des bribes de ma conversation. Dette, tribunal, maison, vous n'aurez pas un centime. Ce fut pour lui une occasion en or de me nuire. Nous étions tous les deux en lice pour diriger un nouveau projet stratégique pour un client important, un projet qui pouvait accélérer considérablement une carrière. Antoine a commencé à distiller le poison avec une habileté perverse. Il n'a rien dit directement, mais il a laissé entendre à notre directeur et à quelques collègues influents que j'avais de graves problèmes personnels, que j'étais distraite,
impliqué dans une sale histoire de famille, émotionnellement instable. Il a utilisé le stéréotype de la femme hystérique pour saper ma crédibilité professionnelle, suggérant que je n'étais pas fiable pour gérer un projet d'une telle envergure. Je l'ai senti dans les regards fuyants, dans les conversations qui s'arrêtaient net quand j'arrivais. La situation a culminé une semaine avant la présentation finale au client. Monsieur Bernard, mon directeur, m'a convoqué dans son bureau, avec Antoine. Mon cœur s'est serré. J'ai cru que j'allais être écarté du projet, que la stratégie d'Antoine avait fonctionné. Asseyez-vous, a dit Monsieur Bernard d'un ton grave. Il a regardé Antoine droit dans les yeux. Antoine, il est venu à mes oreilles que vous faites circuler des rumeurs sur la situation personnelle de Chloé pour la discréditer dans le cadre de ce projet. Est-ce exact? Antoine est devenu blême. Il a bafouillé. Pas du tout. Je m'inquiétais juste pour elle, elle a l'air si tendue. Monsieur Bernard l'a coupé net, sa voix devenant glaciale. Votre inquiétude est mal placée et votre comportement est indigne d'un cadre de cette entreprise. Ici, nous évaluons les gens sur leurs compétences et leurs résultats, pas sur les ragots de couloir. Le travail de Chloé est impeccable. Le vôtre, en l'occurrence, est antiprofessionnel et toxique. Il a ensuite posé son regard sur moi, un regard qui n'était plus seulement professionnel, mais humain. Chloé, votre vie privée ne regarde que vous. Je ne veux rien savoir. Tout ce qui m'importe, c'est que sur ce dossier, vous êtes la meilleure. Vous le dirigerez donc seul. Antoine, vous serez réaffecté à l'analyse des marchés sud-américains, sous la supervision de Madame Dubois. La discussion est close. En sortant de ce bureau, j'ai eu l'impression d'avoir gagné une bataille décisive. Antoine m'avait attaqué sur le terrain le plus fragile, mais mon travail, ma rigueur, ma niaque, comme disait Monsieur Bernard, m'avait défendu. Cette victoire morale, cette validation de ma valeur professionnelle au moment même où ma propre famille tentait de la nier, a été un baume sur la blessure béante qu'ils avaient ouverte. Elle m'a donné une force nouvelle, une confiance inébranlable. Mes parents pouvaient bien essayer de détruire ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle, celle que j'avais bâtie de mes propres mains, était une forteresse imprenable. J'étais prête pour le tribunal. Le jour de l'audience, le palais de justice de Lyon, avec ses colonnes massives et ses couloirs sonores, m'a semblé un labyrinthe de pierres froides, conçu pour intimider et écraser l'individu. Mais je n'étais pas intimidée. J'étais en mission. Vêtue d'un tailleur pantalon sombre, une tenue de combat que je portais pour mes réunions les plus importantes, les cheveux tirés en un chignon strict, j'ai marché aux côtés de Maître Lefebvre, mon dossier sous le bras. J'étais prête. Mes parents étaient déjà là, de l'autre côté de la petite salle d'audience. Ma mère portait une tenue sobre mais visiblement chère, jouant à la perfection le rôle de la victime digne et accablée. Mon père fixait le sol, le visage fermé, les épaules voûtées. À leur côté, ma tante Isabelle, qui n'était pas partie au procès mais était venue pour le soutien moral, me foudroyait du regard. Son visage était un masque de haine et de ressentiment. Ils ne m'ont pas adressé un regard. Nous étions des étrangers réunis par une procédure judiciaire, le point final et grotesque de notre histoire familiale. La juge, Madame Delcourt, était une femme d'une soixantaine d'années dont le visage exprimait une immense lassitude, comme si elle avait déjà tout vu, tout entendu. Elle a lu le dossier en silence pendant de longues minutes, ses sourcils se fronçant de plus en plus. L'avocat de mes parents, un homme à la voix onctueuse, a commencé sa plaidoirie. Ce fut un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle, un tissu de demi-vérités et de mensonges éhontés. Il a parlé de solidarité familiale bafouée, de l'ingratitude d'une enfant qui a tout reçu, de l'avenir brisé, de la pauvre Léa, dont le talent exceptionnel allait être gâché par l'égoïsme de sa sœur aînée. Il a dépeint mes parents comme des victimes dévouées, des gens simples qui avaient tout sacrifié pour leurs enfants, et qui étaient aujourd'hui trahis par celles qui avaient le mieux réussi, devenues riches et sans cœur. J'écoutais, impassible, sentant le regard des quelques personnes présentes dans la salle se poser sur moi avec un mélange de pitié et de mépris. Je laissais la tempête passer. Puis ce fut le tour de Maître Lefebvre. Elle s'est levée, calme, précise, chirurgicale. Madame la juge, a-t-elle commencé, nous allons laisser de côté le théâtre et le pathos pour nous en tenir aux faits, aux chiffres et aux droits. Elle a méthodiquement démonté leur argumentation, point par point.
Elle a projeté sur l'écran de la salle mon fameux tableur, la liste des 18 000 € que je leur avais versés au fil des ans. Voici la contribution de mademoiselle Chloé à sa famille, une contribution non obligatoire et conséquente, a-t-elle commenté. Elle a ensuite montré mes contrats de travail, prouvant que je subvenais à mes besoins depuis l'âge de 16 ans. Loin d'être une enfant qui a tout reçu, a-t-elle déclaré, en regardant mes parents droit dans les yeux, mademoiselle Chloé a été une contributrice financière à son propre foyer dès son adolescence. La question, aujourd'hui, n'est pas de savoir ce qu'elle doit à sa famille, mais plutôt ce que sa famille lui doit en termes de reconnaissance et de paix. Le clou du spectacle fut son contre-interrogatoire. Elle a appelé mon père à la barre. Il s'est avancé, mal à l'aise. Monsieur, a-t-elle demandé doucement. Vous affirmez que votre fille a les moyens de vous aider et refuse de le faire par égoïsme. Pouvez-vous nous détailler votre propre situation financière, qui semble être à l'origine de ce litige? Mon père a bafouillé, parlant de « difficultés passagères », d'une « mauvaise passe ». Une mauvaise passe, a repris maître Lefebvre, sa voix se faisant plus incisive. Ou une dette conséquente qui menace votre patrimoine, une dette que vous avez cachée à votre fille aînée? L'avocat de mes parents a bondi. Objection. La situation financière de mes clients est confidentielle et hors sujet. Rejeté, a tranché la juge, soudain très intéressée. Elle me semble au contraire au cœur du sujet. Monsieur, répondez à la question de maître Lefebvre. La Cour souhaite comprendre la véritable nature de votre demande. Poussé dans ses retranchements, blême, le front luisant de sueur, mon père a fini par craquer. Il a avoué. La dette de 150 000 €. L'investissement immobilier désastreux fait 10 ans plus tôt, sur les bons conseils d'un ami. Le prêt contracté auprès d'un organisme de crédit rapace, à un taux usuraire. Et, détail crucial, le fait que ce prêt avait été cosigné par sa belle-sœur, ma tante Isabelle, ce qui expliquait la pression acharnée de cette dernière. Leur plan, dans toute sa splendeur sordide, était exposé, utiliser les 200 000 € qu'ils me réclamaient pour rembourser leurs dettes, payer la dernière année de l'école de Léa et se garder un petit pécule pour « voir venir ». Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. Ma mère a baissé la tête, son visage caché dans ses mains. Ma tante Isabelle était livide. Leur véritable motivation, misérable et désespérée, était exposée à la lumière crue du tribunal. Ce n'était pas une histoire de justice familiale. C'était une tentative d'extorsion pour se sauver de leur propre imprévoyance. Pour achever le tableau, maître Lefebvre a appelé Léa à la barre. Ma sœur, tremblante mais déterminée, s'est avancée. Mademoiselle, lui a demandé la juge avec une douceur inattendue. Soutenez-vous la démarche de vos parents? Non, madame la juge, a répondu Léa d'une voix claire, qui a résonné dans le silence. Je n'ai jamais voulu de ce procès. J'ai honte. Ma sœur Chloé m'a toujours aidée. Elle m'a proposé des solutions concrètes pour mes études, des solutions que mes parents ont refusées parce qu'elles n'arrangeaient pas leurs propres affaires. Je suis ici aujourd'hui pour dire que je suis fière d'elle, et que je demande pardon pour ce que ma famille lui fait subir. Ce fut le coup de grâce. La juge a rendu son verdict sur le champ, sans même suspendre la séance. Elle a qualifié la procédure de mes parents d'abusive, malveillante et relevant d'une tentative de manipulation de la justice. Elle a bien évidemment rejeté toutes leurs demandes. Et, pour couronner le tout, elle les a condamnés à me rembourser l'intégralité de mes frais d'avocat, au titre de l'article 7 du Code de procédure civile, ajoutant un commentaire acerbe qui restera gravé dans ma mémoire: on n'utilise pas les tribunaux de la République pour tenter de faire payer à ses enfants le prix de ses propres erreurs de gestion. La solidarité familiale ne saurait être un prétexte à l'extorsion. En sortant du tribunal, je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un vide immense, et le silence assourdissant de la fin d'une histoire. La bataille était gagnée, mais la guerre avait détruit tout ce qui restait de ma famille. Mes parents et ma tante sont sortis du tribunal comme des automates, le regard vide. Ils ont traversé le grand hall sans un mot, sans un regard en ma direction, et ont disparu dans la foule. Le verdict les avait anéantis, non pas par le remords, mais par l'humiliation publique et l'échec cuisant de leur plan. Léa m'a rejointe sur le parvis. Elle pleurait silencieusement, des larmes de soulagement et de tristesse mêlées. Je l'ai prise dans mes bras.
C'était la première fois depuis des années que nous partagions un geste de tendresse sincère, sans la présence toxique de nos parents pour l'empoisonner. C'est fini, je lui ai murmuré à l'oreille. Maintenant, on avance. Toi et moi. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, baignées dans une lumière nouvelle et déroutante. Le silence de mes parents était total, assourdissant. Je n'ai reçu ni appel, ni message, ni lettre. C'était comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. J'ai continué ma thérapie avec le docteur Renaud. Nous n'avons pas travaillé sur la réconciliation. C'était un concept devenu absurde, une illusion à laquelle je ne voulais plus croire. Nous avons travaillé sur le deuil. Le deuil de la famille que j'aurais dû avoir, le deuil des parents aimants et protecteurs que je n'aurai jamais. Vous ne pouvez pas réparer ce qui a été conçu pour être cassé, m'a-t-il dit lors d'une séance particulièrement difficile, alors que je luttais contre une vague de culpabilité irrationnelle. Vous pleurez une relation qui n'a jamais vraiment existé, sauf dans vos espoirs d'enfant. C'est un deuil légitime. L'étape suivante n'est pas de reconstruire avec eux, mais de construire sans eux. Sur vos propres fondations. Mes fondations saines, c'étaient mes amis. Camille, qui a débouché une bouteille de champagne le soir du verdict en déclarant « On ne fête pas une victoire contre eux. On fête ta libération. » Monsieur Bernard, qui m'a accordé une semaine de congé, pour décompresser, sans poser la moindre question, me traitant avec une dignité et un respect que je n'avais jamais connus de la part de mon propre père. Et surtout, Léa. Notre relation s'est reconstruite sur les ruines de notre famille. Libérée de l'emprise parentale, du rôle de « petite prodige », qu'on lui avait imposé, elle s'est révélée être une jeune femme forte, résiliente et pleine de ressources. Elle a trouvé un petit studio dans le 7e arrondissement, a cumulé 2 jobs serveuse dans un bar branché et assistante dans une galerie d'art du Vieux-Lyon et s'est inscrite dans une école d'art public, l'école des Beaux-Arts de Lyon. Elle était fatiguée, souvent stressée par l'argent, mais elle était heureuse. Pour la première fois, je me sens moi-même, m'a-t-elle confié un soir, alors que nous partagions un plat de pâtes dans mon appartement. Je ne suis plus le « prodige » de quelqu'un, l'investissement de quelqu'un. Je suis juste Léa, qui essaie de trouver sa voie. Nous sommes devenues des sœurs, de vraies sœurs, partageant nos doutes, nos joies, nos factures d'électricité et nos rêves. Environ 6 mois après le procès, alors que je commençais à peine à trouver un nouvel équilibre, j'ai reçu une lettre. L'écriture de ma mère. Mon cœur a eu un soubresaut. Une part de moi, cette petite fille qui ne meurt jamais tout à fait, espérait encore des excuses, un signe de regret, une prise de conscience. La lettre était tout le contraire. C'était une longue plainte, une tentative pathétique de justification, un chef-d'œuvre de manipulation. Ma chère Chloé, commençait-elle. Je suis désolée que tu aies pris les choses de cette façon. Nous étions désespérés, nous ne savions plus quoi faire. La situation était bien plus grave que tu ne l'imaginais. Un enfant devrait toujours aider ses parents quand ils sont dans le besoin, c'est la loi de la nature, la loi du cœur. Le tribunal n'a pas compris ça. Ils ont été froids et sans pitié. Ton père est brisé. Je pense qu'il est temps de tout oublier, de pardonner les erreurs de chacun et de repartir sur de nouvelles bases, pour le bien de la famille. J'ai lu la lettre à mon thérapeute. Ceci n'est pas une excuse, a-t-il analysé froidement. C'est une tentative de réinitialiser le système de manipulation. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait, elle regrette que ça n'ait pas marché. Elle vous rend responsable de votre propre réaction à sa trahison. Sa lucidité m'a aidé à prendre la décision la plus difficile, mais la plus nécessaire de ma vie. Je ne lui ai pas répondu par une rencontre, ni même par un appel. J'ai pris une feuille de papier, un beau papier que j'utilisais pour les occasions importantes, et j'ai écrit « Moi aussi ». Ma lettre était courte, sans colère ni reproche, aussi clinique qu'un rapport d'audit. Maman, papa, j'ai reçu votre lettre. Je comprends votre désespoir, mais je ne peux plus en être la solution. Le procès n'était que le symptôme d'une relation qui m'a détruite à petit feu depuis mon enfance. Pour ma propre paix, pour ma survie, je dois mettre un terme définitif à cette relation. Je vous pardonne. Non pas pour vous, mais pour moi. Pour ne plus porter le poids de cette colère et de ce chagrin. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. La confiance, une fois brisée de cette manière, ne peut être réparée.
Je vous souhaite de trouver la paix et des solutions à vos problèmes. Des solutions qui ne m'incluent pas à Dieu. Chloé. J'ai posté la lettre sans trembler. J'ai envoyé une copie à ma tante Isabelle, pour que le message soit clair et ne puisse être déformé. C'était un acte de chirurgie. Douloureux, mais vital. Je coupais le membre gangrené pour sauver le reste du corps. Ce jour-là, j'ai compris que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour toujours. Ma reconstruction passait par la rupture définitive. La vie a continué, et pour la première fois, elle a pris une couleur différente. Une couleur plus calme, plus sereine. Mon appartement, qui avait été l'objet du litige, le centre de la bataille, est devenu mon sanctuaire. J'ai appris à y vivre sans angoisse, à profiter de chaque instant de paix, du rayon de soleil du matin sur le parquet à la vue des lumières de la ville la nuit. Mon travail me passionnait. Libérée du fardeau mental de ma famille, j'étais plus créative, plus audacieuse. J'ai commencé à investir pour moi, à préparer mon avenir, non plus comme un acte de défense contre un monde hostile, mais comme un projet de vie joyeux et plein de promesses. Inspirée par ma propre histoire et par les conversations avec Léa, j'ai créé un blog anonyme, Finances et Forteresse. J'y partageais des conseils pratiques pour les jeunes adultes cherchant l'indépendance financière, surtout ceux issus de familles dysfonctionnelles ou de milieux modestes. Je parlais de budget, d'épargne, d'investissement, mais aussi de la manière de poser des limites, de gérer la culpabilité, de construire sa propre valeur en dehors du regard familial. Le succès a été immédiat et fulgurant. Des centaines, puis des milliers de personnes me lisaient, commentaient, partageaient leurs propres histoires, qui faisaient écho à la mienne. Ce blog est devenu une communauté, un lieu d'entraide et de validation. En aidant les autres, je me guérissais moi-même. J'avais transformé ma plus grande blessure en ma plus grande force, mon plus grand but. Environ 1 an après le procès, alors que j'étais en train de répondre à des commentaires sur mon blog, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, une vieille angoisse remontant à la surface. Puis je me suis ressaisie. Je n'étais plus cette personne. J'ai décroché. C'était ma tante Isabelle. Elle était hystérique. Sa voix était méconnaissable, stridente, pleine de panique. « Chloé! Chloé, tu dois faire quelque chose, » hurlait-elle. « Ils vont tout prendre. La maison. Tu dois nous aider. » Je suis restée silencieuse, laissant le flot de ses paroles se déverser. Elle m'a expliqué, entre 2 sanglots de rage, que mes parents n'avaient jamais réussi à renégocier leurs dettes. Le jugement les condamnant à payer mes frais d'avocat avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. L'organisme de crédit avait lancé une procédure de saisie immobilière. La maison de mon enfance, le pavillon de Bron avec ses rosiers et sa façade proprette, allait être vendue aux enchères. « Tu aurais pu nous sauver » a-t-elle crié, sa voix se brisant dans une accusation venimeuse. « Tu avais l'argent. Tu as préféré garder ton bel appartement pour toi toute seule. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as détruit cette famille. » J'ai fermé les yeux un instant. Je n'ai pas senti de colère, ni de haine. Juste une profonde lassitude. J'ai revu la petite fille de 16 ans qui comptait ses pièces pour s'acheter un cahier. J'ai revu l'étudiante qui mangeait des pâtes froides entre 2 services, en rêvant d'un avenir meilleur. J'ai revu la jeune femme qui se battait seule au tribunal contre ceux qui l'avaient mise au monde et qui tentaient de la dépouiller. Puis j'ai rouvert les yeux. J'ai regardé par la grande fenêtre de mon appartement, ma forteresse. La vue sur Lyon, sur Fourvière, était magnifique. Le ciel était clair. « Non, Isabelle, » ai-je dit, d'une voix parfaitement calme, une voix dénuée de toute émotion, une voix qui venait d'un lieu de paix que je ne lui aurais jamais cru accessible. « Ce n'est pas ma faute. » Et j'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je n'en avais pas besoin. Le lien était coupé, pour de bon, dans ma tête et dans mon cœur. Je n'ai ressenti ni plaisir, ni vengeance. Juste un silence. Le silence de la faim. La paix profonde de celui qui a enfin posé un fardeau qu'il n'aurait jamais dû porter. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était pas elle. C'était un message de Léa. Une photo. C'était une de ses toiles, une magnifique explosion de couleurs,
abstraite et vibrante, accrochée sur le mur blanc d'une galerie d'art. En bas à droite, un petit carton, Léa C, Libération. Sous la photo, un simple message, on a réussi. Merci, grande sœur. Je t'aime. J'ai souri. Un vrai sourire, un sourire qui venait du plus profond de mon âme. J'avais perdu une famille, celle du sang et de l'obligation. Mais j'en avais construit une autre. Une famille choisie, faite de respect, de soutien et d'amour inconditionnel. Ma forteresse n'était plus seulement faite de murs et de poutres. Elle était faite de ces liens-là, des commentaires sur mon blog, des rires de Camille, de la fierté dans les yeux de Léa. En regardant la ville s'illuminer, j'ai compris que la liberté a un prix. Parfois, ce prix est la solitude. Parfois, c'est la rupture. Mais la paix intérieure, elle, n'a pas de prix. Et pour la première fois de ma vie, j'étais enfin, et irrévocablement, en paix.